Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 82 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Marjolaine Boutet. Bonjour Marjolaine. Bonjour. Alors Marjolaine, vous étiez déjà intervenue dans l'épisode numéro 8 pour nous présenter Cold Case. Vous revenez pour nous présenter une autre série, Un village français. On va en parler tout au long de cette émission. Vous avez écrit d'ailleurs un livre dessus, mais je vais vous représenter pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, qui ne vous écouteraient pas, notamment au micro de Xavier Le Herpeur, quelques samedis par mois dans Une heure en série. Alors vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Picardie Jules Verne. Vous êtes donc spécialiste des séries télé et des représentations de la guerre. Tout à fait, quelqu'un de tout à fait indiqué pour nous présenter Un village français aujourd'hui. Vous avez écrit de nombreux livres, dont notamment Les séries télé pour les nuls, qui est paru au PUF en 2009, Sériscopie, guide thématique des séries télé avec Pierre Cerisier et Joël Bassaget chez Ellipse en 2011, Vampire au-delà du mythe chez Ellipse toujours en 2011, et puis Cold Case, je l'ai dit tout à l'heure, La mélodie du passé au PUF en 2013. Vous avez aussi publié un ouvrage très intéressant sur la bataille de la Somme avec votre collègue Damien Philippe Nivet, La Somme, l'hécatombe oubliée chez Talendier en 2016. Et puis, en 2017, vous avez notamment publié un ouvrage chez Lamartinière sur Un village français, une histoire de l'occupation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes aussi chroniqueuse de séries télé pour le magazine Phosphore et pour l'émission de Xavier Le Herpeur, Une heure en série, tous les samedis soirs sur France Inter. Et vous êtes membre des comités éditoriaux de plusieurs revues consacrées aux séries télé, notamment Le Temps des médias, mais aussi la nouvelle revue qui va paraître bientôt, Saison, et puis la revue Télésérie, dont Histoire en série est le partenaire. Vous pourrez retrouver sur notre site histoireensérie.com les liens. Alors, Marjolaine, après cette présentation, est-ce que vous pourriez, pour celles et ceux qui, pendant quelques années, n'auraient pas regardé France 3, nous présenter ce qu'est cette série Un village français? D'abord, merci beaucoup pour cette présentation élogieuse. Ça me fait penser à un gif que j'ai publié sur Twitter il n'y a pas très longtemps entre ce que la biographie dit de moi et ce que j'ai l'impression d'avoir fait réellement. Mais donc, merci beaucoup. Donc, Un village français, c'est une série qui a été diffusée sur France 3 entre 2009 et 2017. C'est une série qui est divisée en 7 saisons et 72 épisodes de 52 minutes environ. Et alors, qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, ça raconte le quotidien d'une petite ville fictive du Jura, qui a été nommée Villeneuve, entre juin 1940 et décembre 1945, sachant que dans la dernière saison notamment, donc la série s'autorise des flashbacks et des flash-forward qui permettent de sortir de la période de la Seconde Guerre mondiale proprement dite pour interroger notamment la mémoire de ce conflit jusqu'au début des années 2000. Donc voilà pour la présentation. Le principe de cette série, donc c'est une série chorale où il y a une douzaine de personnages principaux dont aucun n'a réellement existé. Donc on est vraiment dans de la pure fiction. Il n'y a pas de personnage historique ayant existé, personne ne vient, De Gaulle ne vient pas à Villeneuve, Pétain non plus. Et on est avec des personnages qui ont des professions banales, mais en même temps au contact des autres. Donc, on a des flics, on a des instituteurs, on a un médecin, on a des patrons d'industrie et des ouvriers et leurs ouvriers. Et donc, tout ça permet de faire, en quelque sorte, un récit de l'occupation à hauteur d'homme, puisque la série a été, son conseiller historique, c'est Jean-Pierre Azéma.
Et donc, il s'agit vraiment de dramatiser les enjeux du quotidien des Français entre 1940 et 1945, sachant qu'il est évidemment beaucoup plus facile de dramatiser les choses dans un contexte de guerre, même si évidemment, enfin, on va voir que cette série n'a jamais choisi, à mon sens, la facilité. C'était quoi ça? Je sais pas. Ça ressemble à une explosion. C'était quoi? On dirait une explosion là sur la colline. Les Allemands! Les Allemands! Je crois que j'ai vu des chars. Nom de Dieu. Planquez-vous vite, vite, vite. Faut rentrer chez nous, faut quitter Villeneuve. Je peux pas, moi, et la femme, le bébé. Marcel, sois gentil, tu passes à la maison, tu dis à Hortense de fermer les rideaux de fer et de m'attendre. Je suis pas à ta disposition. Faut m'arrêter, bon sang, votre frère est bloqué ici. Alors vos histoires... Moi aussi j'ai une femme, et elle est malade. Je dois aller chercher mon gosse à l'école. Ne vous inquiétez pas, je passerai moi. Vous m'emmenez? Les communistes, maintenant, on s'en fout, d'accord? Les chars allaient vers Villeneuve, ça va être la panique là-bas. Il faut y aller, fils. Vous avez dit, Marjolaine, c'est très intéressant, l'idée qu'on est sur de la pure fiction, mais avec une réalité historique qui est basée vraiment sur des faits réels qui ont été adaptés. Par contre, souvent, on va y revenir tout au long de l'émission, qui ont été adaptés pour la fiction elle-même. Alors là, on voit le rôle marquant, vous l'avez annoncé, du conseiller historique Jean-Pierre Azéma. Oui, alors c'est effectivement une des rares séries où le conseiller historique a eu un véritable rôle dans l'écriture et le choix des thèmes, parce que, et là encore c'est vraiment une particularité propre à Un village français, parce que donc Frédéric Krivine, qui est le scénariste principal d'Un village français, a été l'élève de Jean-Pierre Azéma quand il était étudiant. Et quand il a accepté la proposition d'Emmanuel Dossé, donc le producteur de la série, d'écrire ce qui devait être au départ un pilote et puis six épisodes simplement d'une série donc, qui traitait du quotidien d'un petit village français sous l'occupation, il a immédiatement appelé son ancien professeur pour avoir son soutien, sa caution historique, et vraiment ils ont passé énormément de temps à discuter avant l'écriture de chaque saison pour savoir finalement ce qui était important, quels étaient les grands enjeux des différentes périodes historiques de l'occupation, donc d'abord juin 40, puis novembre 1940, puis fin 1941 avec le passage des communistes à la lutte armée et à l'assassinat politique d'officiers allemands, les rafles de juillet 42, etc., etc.
Donc, il y a vraiment une proximité entre les deux hommes. Et Jean-Pierre Azéma m'a raconté qu'il avait accepté cette proposition. Et à l'époque, là encore, pour un professeur d'université extrêmement reconnu, c'était pas habituel et c'était pas forcément bien vu d'aller s'aventurer, s'encanailler du côté de la fiction. Mais s'il a accepté aussi, c'est parce qu'il se souvenait encore, 25-30 ans après, d'une dissertation de Frédéric Krivine sur le gaullisme et la République, à laquelle il avait mis 19. Et donc, c'est en sachant les qualités réelles de Frédéric Krivine, les qualités réelles d'historien et sa maîtrise déjà de l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale, sa compréhension de ces enjeux par expérience personnelle, à travers les récits de ses grands-pères, mais aussi donc un véritable travail universitaire et académique, qu'il a accepté ce projet et dans lequel il s'est toujours senti écouté, respecté. Il briefait donc les scénaristes qui aidaient Frédéric Krivine en début de chaque écriture de saison. Il leur donnait des choses à lire et je trouve que vraiment ça se ressent à tous les niveaux dans la série. Encore une fois, une série n'est jamais une œuvre personnelle. Et je trouve que dans Un village français, il y a vraiment une conjonction d'hommes, puisque ce sont des hommes qui sont à l'écriture et à la fabrication dans les postes clés de la série, mais qui se sont vraiment très bien entendus et qui ont combiné leurs expertises et leurs compétences respectives dans un but commun qui était de rendre la complexité de la période, des attitudes, des sentiments des personnages, sans oublier d'en faire quand même une fiction divertissante avec des enjeux et des rebondissements. Justement, Marjolaine, avant de rentrer dans une étude plus thématique de ce qu'ont voulu montrer Azéma et Krivine, notamment dans cette série, j'aimerais que vous nous fassiez une présentation un peu plus détaillée des grands personnages, parce que tous ces personnages de fiction, vous l'avez dit, ont été créés chacun pour montrer une ou plusieurs attitudes, pour être en tout cas représentatifs de ce qu'ont été les attitudes des Français face à la Seconde Guerre mondiale. Alors, concrètement, Marjolaine, à part Daniel Larcher, à part son frère, bien sûr, la famille Larcher, vous avez dit il y a d'autres personnages qui vont et viennent, des instituteurs notamment, mais qu'est-ce qu'on peut en dire dessus? Alors, c'est effectivement une série chorale, donc il y a énormément de personnages, donc je m'excuse pour peut-être le côté un peu fastidieux de la présentation, et justement dans le livre édité aux éditions La Martinière, j'ai voulu faire un beau livre pour aussi pouvoir présenter ces personnages de façon visuelle et leur évolution justement vers la collaboration, la résistance, ou au contraire rester dans la zone grise de l'accommodement. Et le format beau livre permettait donc de les présenter un peu plus rapidement que je vais le faire ici à l'oral. Donc, le personnage, si on peut dire, s'il y a un personnage central dans la série, c'est Daniel Larcher, donc interprété par Robin Renucci, qui est le médecin de Villeneuve et qui va en devenir le maire de 1940 à 1942, et qui est un personnage motivé par l'altruisme, c'est-à-dire qu'il aime se sacrifier pour les autres. Daniel Larcher, au début de la série, n'a pas d'enfant et c'est un drame dans son couple. Il est marié à la très belle Hortense Larcher, interprétée par l'incandescente Audrey Fleurot. Et la série commence en fait au moment où Daniel va accoucher une réfugiée espagnole. Alors là encore, c'est une des entorses de la série à la réalité historique de mettre des réfugiés espagnols jusque dans le Jura en 1940, mais bref. Cette réfugiée espagnole meurt en couche et Daniel Larcher vole l'enfant pour donc donner un enfant à sa femme, et ce sera le petit Tequiero
que l'on retrouvera à l'âge adulte à la fin de la série. Cette Hortense Larcher, elle va ensuite avoir dans les saisons suivantes des aventures avec d'autres hommes. D'abord une brève aventure avec le policier Jean Marchetti qui va faire le choix de la collaboration. Et puis, surtout, à partir de la saison 3, une histoire d'amour épique avec l'agent du service de renseignement, Heinrich Müller, qui est donc le principal responsable de la répression et de la déportation à Villeneuve. Et qui est interprété par Richard Zammel, qui est un acteur absolument formidable et habitué au rôle de nazi puis de vampire dans d'autres séries récentes au cinéma et à la télévision. Que dire d'autre à côté donc de la famille Larcher, ah oui, pardon, Daniel a un frère qui s'appelle Marcel et qui a choisi un destin opposé de celui de Daniel Larcher, qui est plutôt un conservateur bon teint. Marcel Larcher est un militant communiste et qui va s'engager très tôt dans la résistance. Marcel Larcher se retrouve rapidement père célibataire d'un petit Gustave, que l'on voit aussi grandir tout au long de la période de l'occupation, et qui nous donne aussi une idée visuellement du passage du temps. Et là encore, une des forces de la série, c'est que ce Gustave est toujours interprété par le même acteur, donc Maxime Driesen, qui avait 6 ans, je pense, 6-7 ans, peut-être 8 ans, oui, 8 ans pour le tournage du pilote, et dans les dernières saisons, qui est un adolescent. Et c'est émouvant pour les fans. Bref, donc Marcel a un fils et il noue également une relation compliquée avec une autre résistante, donc Suzanne Richard, qui vient du Parti socialiste, de la SFIO, et qui rejoint la résistance communiste, avec toujours des doutes sur sa loyauté, notamment donc du chef de la résistance communiste à Villeneuve, le très stalinien Edmond L'Herbier. Et puis enfin, il y a encore 2 autres pôles narratifs dans la série. La jeune institutrice Lucienne Berriot, qui, dans les premières saisons, tombe amoureuse d'un soldat allemand dont elle tombe enceinte, et puis le soldat allemand est muté sur le front de l'Est, et elle accepte donc la proposition en mariage, la demande en mariage de son collègue et directeur de l'école, Jules Berriot, qu'elle n'aime pas. Ce Jules Berriot est un personnage au départ assez insignifiant, et qui, progressivement tout au long de la série, va se révéler dans son engagement résistant aux côtés des gaullistes, et qui va devenir une des figures de proue de la vie politique à Villeneuve à la Libération. Dernier pôle, il y a donc les Schwartz, Raymond et Janine Schwartz, qui sont un couple de bourgeois qui sont propriétaires de la scierie de Villeneuve, qui emploie Marcel Larcher notamment. Et là encore, au tout début de la série, Raymond noue une relation adultère avec la fermière, avec sa métayère Marie Germain, dont le mari est porté disparu sur le front. Et donc cette histoire d'amour entre deux va évidemment se développer tout au long de la série, sachant que Marie Germain rejoint elle aussi assez tôt un réseau de renseignement lié à Londres, et très rapidement va devenir la chef de la résistance gaulliste locale.
Voilà, il y a évidemment d'autres résistants gaullistes, il y a des personnages aussi juifs à Villeneuve, il y a beaucoup plus de policiers et de politiciens que ça, mais je ne rentre peut-être pas dans tous ces détails parce que comme les auditeurs l'ont peut-être compris, il y a vraiment une grande diversité à la fois de milieux sociaux, de professions, mais surtout d'attitudes qui vont évoluer vraiment tout au long de la période de l'occupation. Les attitudes en 1940 ne sont plus du tout les mêmes en 1944 et beaucoup donc, de ces personnages évoluent parfois d'un bord à l'autre. C'est le cas notamment de Daniel Larcher et de Raymond Schwartz, qui est interprété donc par Thierry Godard, là aussi une figure familière du paysage audiovisuel français. Et justement, ce qui est très intéressant, Marjolaine, dans ce que vous venez de dire, en présentant ces personnages, et cette évolution qui est bien sûr favorisée par le phénomène sériel, hein, on peut s'apesantir sur l'évolution des personnages. Et donc, à travers cette série, qui est une fiction, on arrive à mettre en avant de nombreuses thématiques historiques liées à la guerre. Alors, pour commencer sur ces thématiques, alors, il n'y a pas forcément d'ordre chronologique, mais j'aurais aimé qu'on regarde ensemble une des notions clés, c'est celle de la collaboration. Vous l'avez dit, collaboration volontaire et voulue chez certains, notamment du côté de la femme de Raymond Schwartz, par exemple, par idéologie, collaboration aussi par amour avec, vous l'avez dit, Hortense Larcher, mais aussi une collaboration opportuniste, comme par exemple Raymond Schwartz. Alors tout cela, on le voit très très bien à l'écran, et là, véritablement, Krivine et Azéma ont bien travaillé là-dessus, parce qu'il y a une vraie crédibilité. Et c'est vous qui nous avez convaincus de les prendre. Alors à vous de trouver une solution. Normalement, ils devraient être à la gare. Je veux dire entassé dans une salle d'attente. Non, je veux dire hors de notre juridiction. J'en appelle à votre humanisme, à votre solidarité. Ah, la solidarité, je suis tout à fait pour. On pourrait peut-être commencer par être solidaire avec nos milliers de chômeurs, de sans-abri, de femmes de prisonniers, de veuves. Ah, et c'est vrai, ce ne sont pas des juifs étrangers. Nous n'avons pas été présentés. Monsieur Chassagne vient de prendre la présidence de la Chambre de commerce de la région. Ah. Je ne savais pas. C'est dans tous les journaux. Pas dans ceux que je lis, visiblement. S'il vous plaît, monsieur Chassagne a un peu raison. Surtout que ces gens-là n'ont rien à faire en France, tout de même. Ces gens-là sont des êtres humains. Et à ma connaissance, ils n'ont commis aucun délit. Larcher, aujourd'hui en France, être juif étranger et vouloir s'incruster, c'est un délit. Bon, monsieur le maire, notre temps est précieux. Vous nous demandez quoi exactement? De contribuer à un achat de vivres via le Secours national. Vous croyez au Père Noël? À hauteur de 5 000 francs par entreprise de plus de 20 salariés. Vous proposez un don? Sec? Non. Je vous propose de financer ça par un allègement des impôts locaux, étalé sur 3 ans. Monsieur Larcher, nous sommes étranglés par les réquisitions, le manque de main-d'œuvre, Et puis, c'est bien joli de promettre un remboursement sur 3 ans, mais vous ne pourrez pas tenir votre promesse. Les caisses de la municipalité sont vides. Non, honnêtement, tout ce que nous pouvons faire pour ces personnes, c'est leur souhaiter bon voyage. Et on est bien bon de ne pas leur demander de rendre tout ce qu'ils ont pris à la France depuis Dreyfus. Je vous raccompagne, Madame Schwartz. Oui, merci. Monsieur Servier. Vous savez, Larcher, méfiez-vous de Chassagne. Il est bien avec tout le monde, chez nous, chez les Allemands. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Il vise la mairie. Oui, ce qui est extrêmement intéressant et ce qui est peut-être la ligne narrative principale de la série est que les personnages font de bonnes choses sur le plan historique pour de mauvaises raisons sur le plan moral. Et à l'inverse, ils vont faire des mauvaises choses sur le plan historique, et donc notamment choisir la collaboration, souvent pour de bonnes choses sur le plan moral. Et c'est notamment le cas de Daniel Larcher, qui décide de devenir maire de Villeneuve et donc de collaborer avec le régime de Vichy
et d'appliquer des ordres absurdes parce qu'il est persuadé de pouvoir faire le moindre mal. Et notamment, dans la saison 3, il y a un moment où il accepte de faire la liste des otages communistes qui seront fusillés par les Allemands, parce que les Allemands lui disent, si vous ne faites pas la liste, nous on fusille 20 personnes. Si parmi ces 20 personnes, vous en choisissez 10, on n'en fusille que 10. Et donc, c'est évidemment une façon d'associer la responsabilité politique locale aux représailles allemandes. Et il y a tout un débat entre Daniel Larcher et le sous-préfet Servier, qui est aussi un personnage particulièrement savoureux de la série, dans le fait de savoir s'ils doivent le faire ou pas. Et évidemment, dans les dernières saisons, il y a un procès. Ils sont évidemment traduits en justice pour cet acte précisément. Et le débat est de savoir s'ils ont finalement ordonné la mort de 10 personnes ou s'ils en ont sauvé 10 autres. Et là encore, on voit que ces dilemmes moraux ne sont pas évidents. De la même façon que dans la saison 4, la première partie qui est consacrée aux rafles de juillet 1942, à l'intelligence aussi de nous montrer les rafles, non pas seulement du point de vue des victimes, mais aussi donc du point de vue de Daniel Larcher et de tout le conseil municipal de Villeneuve qui est mis face à une crise qui ressemble beaucoup à une crise des réfugiés, de qu'est-ce qu'on fait de ces gens, comment est-ce qu'on les nourrit, déjà que les rationnements sont difficiles à supporter pour la population, etc. Et on voit là Daniel Larcher arriver à son point de rupture et à présenter sa démission lorsque les ordres des Allemands se font encore plus absurdes que d'habitude, c'est-à-dire lorsqu'on lui demande de séparer les enfants juifs de leurs parents. Et là, pour lui, en tant que père et en tant que finalement humaniste, c'est le point de rupture avec ces ordres absurdes. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. C'est sûrement à propos des Juifs. On va vous se péter parce qu'on n'en arrête pas assez. À l'école, la situation sanitaire n'est pas brillante. Ce qui est terrible avec les Allemands, c'est que plus on se met en quatre pour leur être agréable, et moins ils sont contents. Et en plus, il nous faut attendre. Vous savez quoi? À mes heures perdues, je fais des statistiques. Tenez ici, c'est le temps que j'attends chaque fois que j'ai rendez-vous avec Kollwitz. En octobre, 20 minutes. Enfin, je veux dire, je suis quand même l'équivalent de Kollwitz dans l'administration française. Et il est sous-commandant, je suis sous-préfet. Normalement, il ne devrait pas me faire attendre. Regardez, mai-juin, 50 minutes. Vous vous rendez compte? 50 minutes! Vous décidez bien, dites donc. Non, mais c'est rien, ça. Un reste de jeunesse. Vous me parliez de la situation sanitaire. Und bringt gar nichts. Aber wie sollen wir denn so arbeiten? Na gut. Selbstverständlich. Ein Hitler. Monsieur, où en êtes-vous des arrestations de juifs étrangers? On avance, mais je crains que nous n'arrivions pas à 28, mon commandant. À moins que nous puissions piocher dans d'autres nationalités que celles mentionnées dans votre liste. La nationalité, la Gestapo s'en fiche. Vous leur avez promis 28 juifs. Livrez-leur 28 juifs. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Vous avez du nouveau pour le départ? Pour le train? Rien. Commandant, la situation à l'école est mauvaise. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Personne n'a envie que ça dure, monsieur le maire, et certainement pas moi. Il y a là-bas des gens qui ont été arrêtés injustement. Notamment des juifs français. Des Français? Je proteste, mon commandant. Ce genre de détails ne m'intéresse pas.
Les personnes concernées doivent régler leur situation là où on les emmène, près de Paris, je crois. Mais cependant... Ceux qui sont arrivés ici doivent tous repartir, point final. Asseyez-vous. Je vous ai fait venir pour une raison précise. Un ordre est arrivé ce matin de la Gestapo de Besançon. Ils veulent qu'on transporte les parents et les enfants séparément. Je vous demande pardon. Les enfants et les parents seront transportés vers Paris dans des convois différents. La Gestapo nous demande donc de les séparer. C'est un problème technique. Un problème de transport. On ne peut pas séparer les gens de leurs propres enfants. La séparation devra avoir lieu cet après-midi. C'est indigne. Dites à la Gestapo que cet ordre est irrecevable. Je ne peux pas. Enfin, vous avez autorité sur eux? Plus depuis le mois dernier. Ils décident de tout en matière de police et donc de questions juives. Mais, Larcher, vous voulez rendre les gens fous, quoi? Être en famille, c'est tout ce qui leur reste. Comment vous n'êtes pas un SS? Et comment justifiez-vous ça? Je suppose que dans les infrastructures qui vont accueillir ces gens, les équipements pour les enfants ne sont pas prêts. Eh bien alors, pourquoi les avoir arrêtés maintenant? Messieurs, cela ne sert à rien de discuter. Ou vous organisez vous-même cette séparation, ou je dis à la Gestapo que c'est à eux de le faire. Voyez-moi, ils vont dire que ce soit vous. Ils viendront vérifier que c'est fait ce soir à 20h. Mais enfin, quand partiront les convois? Et pour où? Je n'ai plus aucune autre information. C'est tout, messieurs. Vous marchez trop vite. Où pourrait-on transférer les enfants? À l'annexe de la mairie? Larcher, On ne peut pas faire ça, Servier, vous le savez bien. on va le faire. Vous le savez bien. On est censé aller jusqu'où? Prenez un peu de recul, Larcher. Du recul, quand on sépare les parents des enfants. Je croyais que la famille était le pilier de la nouvelle France que nous bâtissons. La famille française, oui. Mais enfin, les juifs étrangers sont quand même des parasites. Vous ne pouvez pas le nier. Il y a des Français aussi à l'école, comme Madame Morange. Et Colvitz refuse d'en entendre parler. Un cas particulier ne peut pas remettre en question l'ordre général. Moi, ça ne me plaît pas de faire ces arrestations, mais enfin, Laval a négocié, le maréchal a donné son accord. Ils ont sûrement dû obtenir des choses en échange. Du genre? Je ne sais pas, moi, une véritable police nationale, une amélioration du ravitaillement, quelque chose, quoi. Mais enfin, vous prenez le maréchal pour un idiot? Vous allez détruire des familles pour du ravitaillement. On n'a pas le choix. Oh, je la connais, cette chanson-là. Le couplet et le refrain. Je vous demande pardon. Vous aurez ma démission sur votre bureau demain matin, monsieur le sous-préfet. Effective immédiatement. Attendez. Lâchez, attendez. Vous pouvez pas me laisser tomber comme ça. Lâchez. Mais donc voilà, on est vraiment dans une étude aussi de la psyché humaine et de ses ressorts complexes dans une situation très particulière qui est celle de l'occupation où les enjeux, où la moindre décision finalement peut coûter la vie à une personne chère. Donc c'est extrêmement intéressant là-dessus, de même que là encore les différents degrés de collaboration, notamment le cas de Raymond Schwartz, donc, qui est patron d'entreprise et qui
collabore au départ par opportunisme, très clairement, parce qu'il se définit comme apolitique, et d'ailleurs la politique ne l'intéresse jamais vraiment. Et puis aussi, il finit par collaborer de plus en plus activement parce qu'il est victime d'une campagne de calomnie du fait de son nom de Schwartz, et donc ça donne lieu aussi à un épisode où on va lui mesurer certains traits du visage pour déterminer s'il est juif ou pas. Voilà, donc il y a ces choses-là, et finalement c'est par amour pour la belle Marie Germain qu'il va la rejoindre dans le maquis et s'engager dans la résistance, et notamment la résistance armée en 1943-44. Donc ce sont des parcours qui permettent de comprendre la complexité de certains engagements, et qui rappellent là encore des trajectoires individuelles qui ont réellement existé à cette période-là, mais qui là, bien sûr, sont condensées pour une efficacité dramatique. Complexité de la collaboration, c'est aussi, on voit bien, hein, contrairement parfois aux images d'Épinal, la complexité de la résistance, une résistance qui apparaît dans certains moments, qui n'est pas du tout unie. On voit bien les différences entre les communistes, vous avez commencé à l'évoquer, notamment à travers le rôle du frère de Daniel, Marcel Larcher, qui s'engage dans la résistance communiste. On voit bien la différence là aussi avec les gaullistes, et puis c'est très intéressant pour voir les différentes raisons de résister, à la fois idéologique, patriotique, mais aussi fuir le STO, hein, qui est évoqué dans cette saison-là. Et puis on voit en face, on voit la traque, et la traque, on comprend bien aussi, et c'est très bien mis en avant, vous l'avez dit, avec le rôle des policiers, hein, qu'elle n'est pas du tout réservée d'ailleurs à l'armée allemande. Oui, la série, là encore, rappelle et même souligne dans la saison 7 justement le rôle de l'appareil d'État français, hein, qui est symbolisé par donc, ce personnage du sous-préfet Servier, mais aussi donc, par le policier Jean Marchetti. Là encore, quand vous parlez de collaboration, c'est un personnage tout à fait fascinant. Il est interprété par Nicolas Gob. Ce personnage de Marchetti, donc c'est un policier qui est un enfant trouvé, donc élevé par la DAS, et qui a un rapport à l'ordre, à la police, aux règles, voilà, qui le rassure, et il a besoin, voilà, d'appliquer les ordres, et le fait que ces ordres soient absurdes ou amoraux ne le dérange pas, d'autant plus que, comme son supérieur, le commissaire de Kervern, va lui faire le choix rapidement de la résistance et de l'exil, il va pouvoir avoir davantage de pouvoir et de promotion grâce à son engagement. Et en même temps, ce Jean Marchetti tombe amoureux au moment des rafles de juillet 1942, d'une jeune femme juive, réfugiée belge à Villeneuve. Et à partir de là, évidemment, le personnage devient de plus en plus complexe, parce que à la fois il supervise les rafles de juillet 1942, tout en voulant protéger Rita, qui est la femme qu'il aime. Cet amour là encore très complexe, va engendrer un enfant qu'il va ensuite retrouver brièvement à la fin de la guerre. Enfin, il y a des choses voilà, évidemment très romanesques, mais qui là aussi permettent de complexifier les personnages, et vraiment cette étude de la nature humaine et du couple, parce que c'est aussi une série qui, je trouve, permet de réfléchir à ce qui fait un couple, à ce qui crée l'attirance chez un personnage, entre deux personnages, ce qui lui permet de durer ou pas, et dans le cas
de Marchetti et de Rita, c'est la capacité de Rita à raconter des histoires qui évidemment sans doute a un écho très profond chez l'enfant abandonné qui est Jean Marchetti. Et dans la Résistance, on voit aussi cette complexité des personnages qui va au-delà d'ailleurs d'une simple action positive, hein. Ça, cette nuance-là est très importante. On voit bien que les résistants communistes ne sont pas que des sauveurs. On voit aussi parfois qu'ils poursuivent la ligne du parti et sont prêts à sacrifier les autres. Et pareil pour les gaullistes. On voit bien qu'à la Libération, avec la mise en place donc du gouvernement provisoire et donc des commissaires de la République, hein, qui est incarné par l'instituteur, on voit bien hein, que ce n'est pas aussi simple. Et ça, c'est quand même un des grands traits narratifs de la série, le fait de ne pas se contenter de la simplicité, de ne pas se contenter de dire c'est tout bien ou tout mal, de voir que les personnages sont tout en nuances, y compris d'ailleurs dans la Résistance, qui n'est pas présentée, comme je l'ai dit, uniquement comme sauveuse de la France. Oui, je crois que c'est une série aussi qui déboulonne en quelque sorte le statut de héros. Et notamment donc les deux figures héroïques de la série, d'autant plus incontestables qu'ils ne survivent pas à la guerre, c'est donc Marcel Larcher côté résistance communiste et Marie Germain côté résistance gaulliste. Désolée pour les spoilers. Donc Marcel Larcher qui est un militant communiste vraiment idéaliste, très engagé et dont l'engagement se fait au détriment de son rôle de père et même de son rôle d'amant dans sa relation avec Suzanne Richard, puisqu'il y a même un moment où il est prêt à la tuer parce qu'il pense qu'elle a trahi la cause, et il abandonne de fait assez tôt son fils Gustave au bon soin de son frère Daniel. Donc parfois la bourgeoisie peut avoir du bon. Donc c'est un personnage plein de contradictions et non des moindres, qui est néanmoins tout à fait remarquable aussi dans ses choix moraux, voilà, qui finit donc fusillé, et alors avec une scène qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a choqué beaucoup de gens, puisque Marcel Larcher donc termine en captivité par, je dirais pas sympathiser, mais au moins par échanger une cigarette avec le maire collaborationniste de Villeneuve, l'infâme Philippe Chassaigne, et comme ils sont fusillés en même temps par les nazis, ils échangent une cigarette leur dernière cigarette avant de mourir. Donc il y a évidemment des jeux avec nos attentes et avec parfois nos a priori politiques qui peuvent bien sûr choquer dans cette mise en scène d'une brève collaboration entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Voilà, donc il y a quand même aussi des choses qui peuvent et qui doivent être discutées dans les choix dramatiques. Mais je crois que la volonté, c'est vraiment de lutter contre cette sanctification des héros de la résistance et de les montrer dans leur fragilité, dans leurs contradictions. Et c'est la même chose pour Marie Germain, alors là, qui est beaucoup plus irréprochable sur le plan moral et affectif. Mais là encore, je trouve que c'est très bien montré dans un dialogue qu'elle a avec Raymond Schwartz, donc son amant de longue date. Enfin, c'est une relation très compliquée au début de la saison 6. Lorsqu'ils évoquent un avenir possible à deux après la guerre,
et qu'elle lui fait comprendre très clairement qu'ils n'ont pas d'avenir en dehors de la guerre, puisque lui est un bourgeois qui veut le confort matériel et qu'elle s'ennuierait beaucoup trop dans le rôle de femme au foyer et d'épouse. Et vraiment, c'est un personnage qui se réalise, qui réalise son destin et qui découvre qui elle est par l'engagement politique, la prise de risque et puis les combats. Voilà, et qui donc ne survit pas à la guerre, mais là encore ne pouvait probablement pas y survivre, en tout cas au moins psychiquement. Et là aussi, c'est une des grandes forces de la série, c'est d'aller jusque dans la sortie de guerre et de montrer à quel point le retour à la paix a été difficile pour les résistants. Qui avaient connu l'excitation de la lutte, de la camaraderie, l'adrénaline de la prise de risque. Et on voit bien dans les épisodes des saisons 6 et 7 ce phénomène de sortie de guerre qui a frappé les soldats à la fin de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale et même des conflits ultérieurs, mais qui frappe aussi les résistants qui, pour beaucoup d'entre eux, sont déçus des compromis qu'ils sont obligés de faire pour faire revenir la République sur le territoire français par rapport donc à ces idéaux et à cet engagement parfois absolu qu'ils avaient pu connaître pendant leur lutte contre l'occupant. Et comme je le disais tout à l'heure, grâce au phénomène sériel, à cette écriture au long cours, si je puis dire, on peut apercevoir, approfondir d'ailleurs aussi les comportements de l'entre-deux, de ce qu'a été véritablement la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que c'était là un des objectifs majeurs de Krivine et d'Azéma quand ils ont écrit cette idée d'entrevoir ce que vous avez appelé à juste titre tout à l'heure, cette zone grise où finalement il y a un certain à la fois attentisme, parfois accommodement aussi, comme vous avez rappelé le fait que Marcel ait partagé quelque part sa cigarette avant de mourir avec celui qui est son opposant, qui est Chassaigne. Donc on voit véritablement, et ça la série le met bien en avant, ces comportements-là, notamment aussi, vous l'avez dit, avec le fait que l'on peut collaborer parfois, je ne sais pas si on peut dire pour de bonnes raisons, mais ce que fait l'institutrice avec le soldat allemand, par exemple. Oui, alors l'institutrice avec le soldat allemand, ils sont très jeunes, ils ont 20 ans, ils tombent amoureux, et puis d'autant plus que ce personnage de soldat allemand, donc Kurt, correspond à tous les clichés du bon allemand des séries du temps de guerre froide, c'est-à-dire qu'il est francophone, il est mélomane, et bien sûr, il n'est pas du tout politisé. Donc on est dans une histoire d'amour qui aurait pu se passer pendant un séjour Erasmus. Voilà, mais ça se passe en contexte de guerre. Donc là aussi, ça permet bien sûr de montrer que tous les soldats allemands qui ont occupé la France n'étaient pas d'infâmes nazis. Mais c'est surtout le romanesque. Et puis ensuite, la situation de Lucienne qui se retrouve enceinte de l'enfant de l'ennemi. Et là aussi c'est des thèmes qui ont été explorés par l'historiographie récente. Oui, il y a des choses... je trouve que peut-être les moments... parce que je ne crois pas que le fait d'échanger sa cigarette soit un accommodement. Là encore, j'en ai discuté avec Frédéric Krivine, et justement, il me disait qu'au départ, effectivement, il aurait voulu rester dans la zone grise, celle de l'histoire, celle de Jean-Pierre Azéma, celle de la majorité des Français, mais qu'il s'est rendu compte que s'il voulait faire un feuilleton, s'il voulait faire du drama, comme il dit, il était obligé que la plupart de ses personnages principaux s'engagent d'un côté ou de l'autre, parce que c'est ça qui allait créer des enjeux pour le téléspectateur et pour l'intrigue. Dans ces histoires aussi de choix, il y a
un moment que j'ai pas évoqué non plus. Donc c'est ce moment donc toujours des rafles de juillet 1942 où donc les Juifs qui ont été raflés dans la région de Besançon et qui sont temporairement parqués à Villeneuve, là encore, bien sûr, c'est une entorse à la réalité historique, mais c'est une façon de traiter le sujet, sont donc installés dans l'école de Jules Berriot pour une durée indéterminée. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le personnage de Jules Berriot donc, est déjà engagé dans la résistance, et notamment il imprime un journal clandestin dont les machines à imprimerie sont installées dans les caves de l'école. Et finalement, son attitude vis-à-vis de ces réfugiés donc de ces raflés juifs, c'est plus comment dire, un problème, voire un emmerdement, qu'une cause à sauver et à défendre. Et on va voir là aussi les choix faits par les résistants donc de protéger leur identité, leur activité, leur engagement, plutôt que de risquer leur vie pour sauver des personnages qu'ils ne connaissent pas et là encore, qui n'ont pas comment dire, d'importance stratégique dans leur lutte commune, qui est quand même d'arriver à chasser les Allemands du territoire français et à aider à la victoire des Alliés. Donc là encore, je trouve que c'est très bien montré, parce que les choses donc ne sont jamais simples pour les personnages, et là encore, ça nous replace dans la complexité des situations et dans la difficulté finalement de faire des choix dans des situations où très souvent tous les choix sont mauvais et surtout risquent de coûter la vie aux uns ou aux autres. Donc c'est extrêmement je trouve ça intéressant vraiment dans la façon dont l'histoire, l'engagement est mise en scène et représenté. Et puis, dernière chose aussi, c'est que c'est une série qui n'oublie jamais qu'elle est une série et qui, très fréquemment et vraiment de plus en plus souvent à partir de la saison 5, va rappeler aux téléspectateurs qu'elle est une fiction, qu'elle est un jeu avec l'histoire et avec la représentation de l'histoire, puisque donc cette saison 5, qui est centrée sur la formation d'un maquis à Villeneuve par tous ces jeunes qui fuient le STO, voit aussi dans donc ces maquisards un jeune metteur en scène qui va leur faire monter une pièce, qui va leur apprendre à faire du théâtre, à se mettre en scène finalement en tant que guerrier et en tant que résistant avant de l'être réellement, puisque en 1943, ces maquisards n'ont pas encore d'armes. Et c'est ce qui va aboutir à une reconstitution fictive du fameux défilé d'Oyonnax du 11 novembre 1943, qui a été fort heureusement filmé à l'époque et photographié par la résistance. Et donc cette reproduction de ce défilé de maquisards qui sont dans des uniformes qu'ils ont fabriqués eux-mêmes et dont la plupart n'ont que des armes factices, en fait, cette mise en scène de la résistance, de l'engagement et de la discipline militaire de ces maquisards va avoir une grande influence politique, puisque ces photographies vont circuler dans la presse alliée et convaincre Londres notamment de l'importance, l'intérêt en tout cas stratégique de la présence de la résistance intérieure en France. Donc il y a vraiment des jeux entre la force de l'image, la force de la mise en scène, de la représentation et
et aussi un discours sur l'engagement politique et finalement de croire à une cause qui est la première étape lorsqu'on veut la faire advenir. Et je trouve ça très beau et très justement représenté dans cette saison 5 qui est à mes yeux en tout cas la plus aboutie et la plus réussie. Bon, la priorité, elle est simple. C'est restaurer la République. C'est-à-dire l'autorité du gouvernement présidée par le général de Gaulle. Pour ça, il nous faut 3 choses. Assurer l'ordre et la sécurité. Je suis là pour ça. Organiser le ravitaillement et l'hébergement. On sait que ça va être le bordel, mais on va tous se retrousser les manches et on y arrivera. Et enfin, il va falloir trouver et châtier les collabos. Sans faiblesse, mais sans excès. Monsieur le préfet, je vous présente le chef du maquis Antoine, que je crois que vous connaissez pas. C'est toi qui as eu l'idée débile de descendre le chef de la milice? Plus ou moins. Ça veut dire quoi, ça, plus ou moins? Ça veut dire que c'est moi, il y a un problème? Oui. C'est exactement le genre d'attitude et d'action qu'on veut éviter. Cette connerie a provoqué la pendaison de l'école et la mort de Marie Germain. Si j'avais le temps, je vous traînerais en justice. Je suis résistante depuis On novembre s'en 40. fout de tes états de service. Ou des miens, d'ailleurs. Ce qui compte maintenant, c'est l'avenir. La France qu'on va bâtir. Rentrez-vous ça dans le crâne, l'occupation, c'est fini. Maintenant, nous devons construire la paix. Sans vouloir te contredire... Je préférerais le vouvoiement. Il y a encore des Boches à Villeneuve. Et des sévères. Une unité de Panzer. Pour l'instant, ils tiennent le centre. On m'avait dit qu'il n'y avait plus de Boches à Villeneuve. Eh ben, visiblement, ils sont revenus. On a des gars qui surveillent leur mouvement. Bon, je vais me renseigner. On se retrouve tous ici ce soir à 11h pour prendre des décisions. Merci, messieurs. Dames. Messieurs, dames. Comme vous le montrez, Marjolaine, dans l'article que vous avez rédigé dans l'ouvrage collectif sous la direction de Fabien Bouly, Troubles en série, que l'on a présenté dans l'épisode spécial Livre en série 2020, vous montrez très bien, pour dire que le début de la série, en fait, l'arrivée des Allemands se fait rapidement parce qu'il faut, pour Krivine, pour l'écriture fictionnelle, qu'il y ait une mise en tension rapide. Alors, par contre, à l'inverse, moi, j'ai trouvé que la fin de la guerre, la libération, elle, on prend son temps, elle est traitée et filmée d'ailleurs de façon tout à fait juste en montrant les différents comportements et comment est-ce qu'on peut arriver là sans tomber ni dans le tape à l'œil, j'allais dire, avec notamment les scènes qu'on peut avoir de tonsure ou d'exécution sommaire, et puis cette notion travaillée par Fabrice Virgili, je trouve qu'elle est tout à fait juste ici, d'épuration. On tord un peu le coup à l'épuration sauvage et on se rend compte que finalement il y a eu une vraie mise en perspective des comportements pendant la guerre et des jugements, et ça on le voit très bien avec le procès, vous l'avez dit, notamment de Servier et de Daniel Larcher. J'oublierai jamais ce jour de juillet 1942, où les Boches ont arraché les enfants juifs des bras de leurs parents. Pour moi, c'est comme si c'était hier. Je les entends encore parfois, les cris des enfants. Je crois que ça restera le pire souvenir de ma vie. La barbarie à l'état pur. Excusez-moi, mais vous avez vu les Allemands arracher les enfants des bras de leurs parents? Les Allemands? Oui. Vous êtes sûr? C'était il y a 3 ans, c'est pas si vieux. Parce que selon le dossier d'instruction, on ne sait pas si ce sont des Allemands ou des gendarmes français qui ont procédé à la séparation. Moi, j'ai vu des soldats allemands. Il y en avait 4 juste devant moi. Puis j'ai entendu les cris, je vous dis, je les oublierai jamais. Mesdames et messieurs, on va y aller, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs. Vous avez entendu les cris, d'accord. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Il y avait beaucoup de monde devant moi, alors j'ai pas tout vu. Je veux dire, les cris, je les ai entendus, puis on m'a raconté. Tout le monde le sait que c'est les Boches. On ne vous demande pas ce que tout le monde sait, monsieur. On vous demande ce que vous avez vu. Nous sommes ici, au nom du peuple français, pour savoir ce qui s'est vraiment passé.
vraiment passé. Oui. De toute façon, qu'est-ce que ça change que ce soit les gendarmes ou les Boches? Oui, et c'est effectivement, ces saisons 6 et 7 illustrent très bien les travaux de Fabrice Virgili, et justement sur le patriarcat et la misogynie, et notamment les notions aussi de retour à l'ordre. Social et de retour à l'ordre patriarcal, où finalement, après ce bouleversement, cette période extraordinaire, au sens de non-ordinaire de l'occupation, la libération est aussi un retour à la France telle qu'en elle-même, où finalement on va demander plus ou moins gentiment aux femmes de rentrer chez elles, et ça va être le cas donc de Suzanne Richard, qui est donc militante communiste, qui va essayer d'avoir un rôle politique à Villeneuve, mais les hommes vont avoir les plus grandes difficultés à lui laisser une place et à l'écouter. C'est aussi le cas pour le personnage évidemment très complexe de Jeanine Larcher, donc qui là encore, en tant que grande bourgeoise, arrive à retrouver un rôle dans la vie d'après-guerre, parce que son statut financier est de capitaine d'industrie, puisqu'elle a récupéré la scierie de Raymond et d'autres biens. Voilà, elle va, elle, réussir à avoir un rôle politique, mais un rôle politique qui reste de femme de l'ombre, parce que là encore, en tant que femme, elle ne peut pas exprimer tout son potentiel, et on voit aussi à travers son personnage comment la droite traditionnelle d'avant-guerre continue à avoir une place et une importance, y compris dans la France d'après-guerre, parce que les réalités sociales n'ont pas véritablement changé. Donc c'est aussi un regard bien sûr très cynique, hein, et politiquement marqué de Frédéric Crivine sur la politique française et sur l'engagement politique, que ce soit donc l'engagement communiste ou la droite traditionnelle. Voilà, on est quand même dans un rapport désenchanté à ce qu'a été la mise en place de la 4e République dans l'immédiate après-guerre, et les compromis qui ont dû être faits entre donc les forces de la résistance et les notables locaux. Est-ce qu'on peut, Marjolaine Boutet, vous qui avez travaillé là-dessus et qui travaillez au quotidien avec les séries, est-ce qu'on peut qualifier cette série-là de série pédagogique? C'est-à-dire, est-ce que, à la fois pour montrer au grand public ce qu'était la guerre, mais aussi, pourquoi pas, à des élèves, est-ce qu'elle peut servir, sachant qu'il y a quand même quelques scènes, on le sait, hein, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport à l'écriture fictionnelle, on a été obligé de faire soit des raccourcis, soit plus ou moins des inventions. Vous avez parlé effectivement des réfugiés espagnols. On n'est pas à la frontière catalane, par exemple, on est dans le Jura, donc leur présence est peut-être là pas tout à fait juste, ou comme par exemple aussi l'épisode de la sortie, justement, avec Lucienne, où des enfants se font bombarder par les avions allemands. Là aussi, on pense bien qu'à quelques jours de la guerre, il n'y avait pas le droit pour les instituteurs de faire cela. Malgré cela, est-ce que, en passant outre tous ces événements-là, est-ce que vous pourriez, vous, Marjolaine, dire que regarder cette série, c'est véritablement comprendre l'histoire de la Seconde Guerre mondiale? Alors,
Non, je n'irai pas jusque-là. Et c'est précisément pour ça que j'ai écrit donc, le livre aux éditions La Martinière, Un village français, une histoire de l'occupation, que j'ai pensé comme un livre illustré et pédagogique d'accompagnement du visionnage de la série. Alors pour les professeurs d'histoire géo, les parents et les enfants quand ils sont en âge de lire de tels ouvrages. Mais je trouve que c'est un bon moyen, au-delà de comprendre l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors la chronologie est globalement très bien respectée, etc. Mais ça ne remplacera pas ni un cours, ni un ouvrage d'histoire. Il faut être clair là-dessus. Mais ça, j'espère, donnera envie d'ouvrir des livres d'histoire. Et c'est aussi une compréhension émotionnelle des enjeux de cette période-là pour sortir d'une vision un peu trop simpliste, manichéenne, que les résistants étaient tous formidables, gentils et moraux à chaque moment de leur vie, et tandis que les collabos étaient infâmes et psychopathes pendant, là encore, 24 heures par jour. Je crois que ça aide à remettre les choses en perspective, et surtout, c'est une série qui aide à former un regard critique sur les choses, et y compris sur ce qu'elle nous raconte. Et moi, c'est pour ça que je la trouve absolument remarquable. C'est-à-dire que c'est une série qui ne cesse de rappeler aux téléspectateurs qu'elle est une série, qu'elle n'est pas l'histoire. Et là encore, c'est ce choix que je trouve particulièrement intelligent de mettre ça dans une ville qui n'existe pas et avec des personnages qui n'existent pas, qui n'ont pas existé. Et donc, on est dans une fiction, et une fiction qui rappelle très souvent qu'elle est un choix, un parti pris, une interprétation de l'histoire à partir de traces du passé. C'est une série qui, notamment dans ces dernières saisons, parle beaucoup de mémoire, d'oubli, de réécriture à la fois, donc de réécriture du passé à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif. Je pense que c'est une série aussi qui n'a cessé de se complexifier de saison en saison, et d'interroger son rapport à l'histoire et à l'historiographie, et qui a aussi rendu effectivement, qui a peut-être rappelé ou appris au grand public des points de l'historiographie récente, en particulier en ce qui concerne l'occupation et le sort des internés dans les hôpitaux psychiatriques et dans les asiles, le sort des internés pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on a laissé mourir de faim parce que tout simplement on n'avait pas assez de nourriture pour tout le monde, et que ces lieux-là ont été les derniers servis. Il y a aussi des choses, un épisode que je trouve remarquable sur le traitement du viol et du viol d'une jeune femme par un soldat américain, en rappelant que l'après-guerre, ça a été aussi une nouvelle occupation, cette fois par les forces américaines, et que les soldats américains ne se sont pas tous comportés de façon exemplaire avec les jeunes françaises. Et là encore, sur les conséquences de ce viol, la façon dont c'est filmé, c'est filmé avec beaucoup de pudeur et de force à la fois. C'est une série qui, à mon avis, enfin, c'est mon espoir, ne remplace pas un cours d'histoire, mais au contraire donne envie
donne envie d'en savoir plus en ayant souligné finalement les grands enjeux de la période, les grands enjeux politiques notamment, mais aussi les enjeux intimes, les enjeux du quotidien. Et voilà, donc ça me paraît vraiment un divertissement d'excellente qualité qui fait comprendre aussi et surtout ce qu'est l'histoire, comment s'écrit l'histoire, ce qui nous reste du passé et notamment dans sa dernière saison, la différence entre histoire et mémoire. Et là encore, c'est un des thèmes, il me semble, très important à défendre et à rappeler lorsqu'on est historien dans l'espace public. En tout cas, l'occupation, c'était un joyeux bordel. Oui. C'est vrai que c'était pas facile. Mais j'ai quand même l'impression d'avoir fait tout ce que je pouvais pour mes semblables. Attends, pour les juifs de l'école, ne me dis pas que t'as fait ce que tu pouvais. Si. Mais on s'en foutait des juifs en 40. Comment ça, vous en foutiez? On s'en foutait. Je veux dire, on trouvait ça pas bien de leur mettre une étoile et de les arrêter, mais on se prenait pas la tête avec ça. Il n'y avait pas beaucoup des juifs à Villeneuve de toute façon. Toi, t'avais une petite copine. Hélène Crémieux. Tu t'en souviens? Évidemment que je m'en souviens. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Auschwitz. Mais on ne savait pas tout ça. Notre problème, c'était de faire partir les Boches le plus vite possible, point barre. Franchement, toi, maire de Villeneuve, tu savais pas? Eh ben non. Je savais pas. Enfin, quand les Allemands nous ont demandé de séparer les parents des enfants, on s'est bien dit que... On pensait pas à Auschwitz. On s'est dit que ça devait être dur dans ces fameux camps. On savait pas à quel point, voilà. Enfin, on savait sans savoir, si tu préfères. Tu vois, c'est comme quand tu annonces à un patient qu'il a un cancer du pancréas. Hein. Eh ben, le gars, s'il est malin, il se doute bien que... Mais c'est pas pour autant qu'il va passer tous les mois de sa vie à se dire qu'il va mourir. Non. Il va y penser à la mort, mais il va aussi faire des projets. Il va penser à l'année prochaine. Il va penser à Noël, aux vacances. Tu comprends? Eh ben, c'est pareil. T'es en train de nous dire qu'en 42, t'as croisé une centaine de gens qui avaient un cancer du pancréas, que tu leur as rien dit, que tu les as pas soignés et que tu les as laissés crever, c'est ça? Franchement, t'es Pierrot, tu te prends trop la tête, là. Je vois pas pourquoi tu me dis ça. Écoute, Daniel, c'est pas mon modèle, tu vois. C'est un bourge qui doit voter Giscard, c'est un mou du genou. Mais je veux dire, venir aujourd'hui lui prendre la tête avec la question des juifs déportés, c'est vraiment... Vous avez fait quoi pour empêcher l'horreur? On la savait pas, l'horreur. Et quand bien même on l'aurait su, on s'en serait foutu. On avait d'autres horreurs à fouetter. Tous les matins, tous les soirs, crois-moi. J'accepte pas cette logique. C'est trop facile. Oui, ben ce qui est facile, c'est qu'en 75, bien au chaud dans tes pompes de chirurgien de clinique, tu viennes nous donner des leçons de morale. Je travaille à l'hôpital public. Oh, les enfants. Bon, mais ça va, on n'est plus des enfants. Mon père a été fusillé.
Daniel, il a fait ce qu'il a pu. Marjolaine Boutet, merci pour la présentation de la série française Un village français. Alors pour celles et ceux qui voudraient approfondir, parce que bien sûr en quasiment 1 heure d'émission on ne peut pas aller au bout de toutes les thématiques, je recommande donc l'ouvrage que vous avez écrit en 2017 aux éditions de La Martinière, Un village français, une histoire de l'occupation. Et puis pour celles et ceux qui voudraient retrouver un résumé de ce que nous avons évoqué aujourd'hui, rendez-vous sur le site histoireensérie.com à la page de l'épisode 82 où vous aurez à la fois bien sûr une présentation de Marjolaine, mais aussi une présentation des grandes thématiques que l'on a évoquées ensemble pendant cette émission. Et puis, comme toujours, vous retrouverez le résumé de l'émission avec les liens pour aller l'écouter sur le site de notre partenaire nonfiction.fr. Il ne me reste plus Marjolaine qu'à vous remercier et puis je pense à vous dire à bientôt parce que on a quand même encore quelques idées de séries, notamment de séries en rapport avec les guerres à présenter aux auditeurs. Oui, je crois qu'il faut aussi dire que la série, elle est disponible en DVD et sur la plateforme Salto, pour ceux qui veulent aller vérifier ce que je raconte. Et j'espère surtout leur avoir donné envie de découvrir la série. Et merci à vous et à bientôt pour discuter d'autres séries historiques probablement. Merci Marjolaine, au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel artistically. Such a beautiful planet populated by a stranger.